Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis, vous le retrouvez sur le site internet www.grainedecurieuse.ch et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Abonnez-vous sur SoundCloud, YouTube ou Apple Podcast à Graines de Curieuse avec le chiffre 2 entre les deux mots et sans S à Curieuse pour suivre les derniers épisodes. Si vous l'appréciez, faites-le savoir avec des étoiles et un commentaire sur iTunes. Et si vous avez une histoire à proposer, n'hésitez pas, envoyez-moi un message à info@grainedecurieuse.ch. Le temps passe si vite. Nous voici déjà arrivés au 8e épisode de Graines de Curieuse. Avant de retrouver l'invité de la semaine, je voudrais remercier 2 abonnées. Elles ont réagi à la diffusion du 5e épisode consacré à l'histoire de voix de Céline Clénat. Je partage donc leurs commentaires avec vous. Antoinette Berfous a écrit « Merci et bravo Isabelle. C'est un plaisir de découvrir des femmes de la région. Je ne connais pas Céline Clénat, mais ça me donne envie de la rencontrer. Ce qu'elle dit est passionnant et ça me touche. Je me réjouis de faire d'autres découvertes avec toi. Bonne continuation, Antoinette. » Et pour Chantal Pache, c'était le meilleur podcast. J'aurais volontiers écouté Céline encore longtemps, a-t-elle écrit. Si comme elle, vous avez envie de m'envoyer un petit mot, une seule adresse, info@grainedecurieuse.ch. Et à présent, place à mon invité de la semaine avec une histoire d'amour très touchante. Marie-Jeanne Carnal m'a contactée juste après avoir écouté le premier épisode de Graines de Curieuse. Elle enseigne à l'école supérieure de commerce de Bienne, mais elle a passé son enfance à Moutier, entre un frère et une sœur, un père et une mère particulière. C'est à cette femme hors du commun qu'elle rend hommage aujourd'hui, et à travers elle, à toutes les femmes homosexuelles. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Isabelle. Marie-Jeanne Carnal, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? J'avais très envie de parler de ma maman, qui aurait eu 85 ans le 21 septembre. Pour moi, c'était la super maman de chez Superwoman, quoi. Pourquoi c'était la Superwoman ? C'est parce que en 1978 est sorti le film Midnight Express, qui a certainement imprégné toute ma génération. Hein. C'était un film terrible où on voit un jeune homme finir dans les geôles turques. Suite à un trafic de drogue. Et je me souviens, j'étais allée au cinéma, j'habitais Moutier à l'époque, on était allé à Delémont voir ce film. Et dans le film, on voit le père américain qui essaye de sauver son fils et puis il ne peut pas. Ce fils reste en prison pour 20 ans. Et moi, je me souviens, j'avais 18 ans, hein, j'étais pas une petite enfant, etc. Mais j'étais sortie de ce cinéma et j'avais dit à mes copains, eh ben moi, ma mère, je suis sûre qu'elle m'aurait sortie de là. J'en étais intimement convaincue que ma mère aurait, elle, réussi là où ses papas américains n'avaient pas réussi. Ça a été, oui, mon idole. J'avais toujours l'impression que je voulais être une maman aussi formidable qu'elle. Parce que j'ai toujours vu j'ai voulu voir peut-être que les côtés positifs de ma mère. Parce qu'évidemment, une superwoman a aussi des côtés négatifs, hein, c'est clair. Mais il m'a fallu longtemps avant de les voir. C'était une maman particulière. Alors cette maman, elle a quelque chose de spécial que j'ai ressenti peut-être enfant déjà. C'est que ma maman, elle aimait les femmes. Elle a épousé mon père, évidemment, parce qu'elle voulait une famille, parce qu'elle était enfant illégitime, née en 1933, il faut imaginer ça. Quand ma grand-mère a accouché de cet enfant illégitime à Zurich, c'était dans une maison qui s'appelait Das Haus für die gefallenen Mädchen, pour les filles qui sont tombées. Donc ma grand-mère, cette grand-mère, ne s'est pas occupée de cet enfant, de ma mère. Ma mère a été mise dans un home, enfin dans un orphelinat. Et puis, elle a passé ses 3 premières années dans cet orphelinat. Elle nous le racontait que jusqu'à l'âge de 3 ans, elle ne marchait pas, elle ne parlait pas, ou très peu, très mal.
Et à l'âge de 3 ans, elle a été recueillie par une famille paysanne de la campagne zurichoise. Et elle a pu, ce qui l'a sauvée, je pense, vivre une enfance de travail, parce qu'elle travaillait dans cette ferme. Mais elle avait un entourage quand même, une maman qu'elle a toujours appelée maman. Mais quand moi, en tant qu'enfant, elle me racontait cette histoire qu'elle n'avait pas eu de maman, vraiment, qu'elle avait été abandonnée, j'avais tellement pitié d'elle. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a dû... Moi, j'ai une maman tellement formidable qui m'aime, et elle n'a pas eu ça. Voilà. Elle l'a rencontrée, sa maman, malgré tout? Oui, ils ont eu des... Mais ça a toujours été extrêmement conflictuel, extrêmement difficile. Elle le disait d'ailleurs, ma mère, qu'elle a toujours essayé d'acheter l'amour de sa mère biologique, mais que c'était pas possible, quoi. Donc, ma grand-mère est morte jeune. Moi, je ne l'ai pas connue. J'étais toute petite. Donc, je n'ai pas vraiment un souvenir de cette grand-mère marquant, si on veut bien. Et à l'inverse, toi, tu as eu une relation absolument exceptionnelle avec ta maman, inconditionnelle. Oui, je l'ai aimée de manière vraiment inconditionnellement. Et encore aujourd'hui, je crois, quand j'en parle d'elle, on sent l'admiration et mon amour pour elle. Parce qu'elle était hors norme. Mais elle était hors norme, je ne le savais pas encore pourquoi elle était si hors norme. En tant qu'enfant, je voyais bien qu'elle était hors norme. Elle n'était pas comme les autres mamans, elle travaillait déjà. Toutes les autres mamans, dans le bloc où on habitait dans un bloc un peu ouvrier, comme ça. Où ça? À Bienne déjà? Non, en Suisse allemande, en Argovie. Mon père étant roman, et puis ma mère étant alémanique. Alors on a tenté, une partie de mon enfance s'est passée en Suisse allemande et ensuite après en Suisse romande. Parce que mon père n'a jamais pu s'habituer à la Suisse allemande. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a déménagé. Mais ma mère était hors norme. Elle travaillait, les autres ne travaillaient pas. Elle vivait la nuit, les autres ne vivaient pas la nuit. On allait au bistrot, les autres femmes n'allaient pas au bistrot. Elle avait un avis, elle s'engageait, elle était toujours très engagée pour la politique. Il se passait toujours quelque chose avec elle. D'ailleurs, les gens disaient, ce qui est assez drôle dans ce bloc, ils disaient « Ouais, mais ça s'est passé une Welche », alors qu'elle n'était pas belge du tout. Elle n'était pas belge du tout, elle venait de Zurich. Mais parce qu'elle était hors norme, parce qu'elle n'était pas comme les autres, on disait que ça devait être une Belge, quoi. Elle nous cherchait à l'école avec mon petit frère et on allait au restaurant. Moi, je suis allée au restaurant très tôt avec elle parce qu'elle aimait ça. Parce que tout à coup, elle était à une table, elle était au Stammtisch et puis elle payait un truc aux gens qui étaient là. Elle était très ouverte. C'était formidable pour moi. Si tu demandes la même chose à ma sœur aînée, elle va dire que c'était l'horreur. C'était l'horreur parce que ma sœur aînée se rendait compte que c'était pas normal, quelque part. C'était pas normal qu'on était toujours les derniers enfants à traîner devant le bloc, alors que les autres étaient tous dedans. C'était étrange d'avoir une maman qui travaille, alors que les autres étaient toutes là. Elle, pour ma sœur aînée, ça a été très difficile. Où là, mon petit frère et moi, nous, on a adoré ce côté bohème, quoi. Il y avait combien de différence d'âge entre ta sœur et toi et ton frère? Ma sœur a 3 ans de plus et mon frère a juste 1 année de moins. Donc nous, c'était vraiment les deux petits, quoi. Les deux petits, on adorait cette maman farfelue. Mais je comprends ma sœur, quand on est aîné et qu'on a le sens des responsabilités, quoi. Elle n'a jamais contrôlé mes devoirs. Mon frère et moi, on est allés pendant des années à l'école sans avoir fait les devoirs. C'est pour dire, je suis prof aujourd'hui. Mais elle disait toujours, vous allez faire votre chemin. Ça va déjà bien aller. Évidemment que ça n'allait pas. J'entends des gamins de 9 ans qui font pas leurs devoirs et puis qui vont à l'école. On avait quand même peur d'aller à l'école après sans avoir fait les devoirs. Mais on n'arrivait pas à les faire parce qu'on n'avait pas, elle n'exerçait pas cette pression. Elle ne regardait pas si c'était fait ou pas. Alors justement, tu peux le voir de manière positive, comme moi je le voyais, mais tu peux aussi le voir de manière négative. Alors pour elle, c'était plus important d'avoir des liens sociaux, de vous ouvrir au monde, plus que de vous faire apprendre vos leçons. Exactement, parce qu'elle pensait toujours que la vie allait de toute façon nous apprendre, comme elle. Elle, à 17 ans, elle est venue en Suisse romande, elle était sommelière, parce qu'évidemment, personne ne lui a payé une formation. Elle aurait pu faire des études, mais personne n'a voulu payer pour ses études. Elle avait un tuteur, elle avait une jeunesse très difficile. Mais elle a réussi dans sa vie, dans sa conception de réussite de vie. Et puis elle se dit, la vie, c'est comme ça. La vie, si on l'empoigne, on arrive à réussir, qu'on fasse ses devoirs ou pas. Cette maman, on va lui donner son prénom, elle s'appelle comment? Ma mère s'appelait Hildegarde. Donc Hildegarde, à un moment donné, tu découvres qu'elle aime les femmes. Alors, voilà. Comment ça se passe? La première fois où je me suis posé la question, j'avais 14 ans. Parce qu'elle avait un chagrin. Un gros, gros, gros chagrin pour une amie. Et je me souviens qu'à 14 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible que tu aies un tel chagrin quand tu perds une copine. J'aimais sa copine aussi, je la connaissais. Ils travaillaient ensemble. Puis voilà, cette copine, je l'ai su après, a réalisé qu'à Moutier, on commençait à parler de cette relation de ces deux femmes. Alors elle a coupé court. Elle a dit, ça va pas, nous t'as des enfants, moi j'ai des enfants, ça va pas aller.
Donc, cette amie s'est séparée de ma mère, si on veut bien. Elle a vécu un nouvel abandon, ta maman. Voilà. Et ça, c'était terrible. Et là, à 14 ans, je me suis dit, comme ça, une idée qui te passe dans la tête, hein, c'est pas normal, tu souffres pas comme ça. Bon, si j'avais des copines, puis que tout à coup on se faisait la tête, ou bien c'était là, etc. Donc, officiellement, je pense, ressenti à 14 ans, mis des mots dessus clairement à 18, hein, par ma sœur, qui, elle, lui avait dit, elle l'avait demandé à mon père, parce qu'ils étaient encore ensemble, mon père et ma mère vivaient ensemble de manière très, très libre quelque part, chacun vivant ses relations finalement. Et là, mon père a dit oui, ta mère est lesbienne. Et puis ma sœur, tout de suite, est venue me le dire. Il y a 78 aussi, 78, 79. C'était pas comme maintenant. Malgré le fait qu'on commençait déjà à avoir une certaine liberté, il y avait eu mai 68. Mais quand même, Moutier, ça paraissait pas très grand et pas très fréquent et pas aussi... Non, c'était pas facile, quoi. C'était pas facile à encaisser. Et puis bon, tout simplement d'être la fille de quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, quoi. D'être la fille d'une femme qui n'aime pas les hommes, qui aime les femmes. Hein. Et puis de découvrir cette facette de ma mère que j'avais pas vraiment soupçonnée, quoi. Alors toi, à 14 ans, est-ce que c'était clair pour toi ce que c'était l'homosexualité en fait ? On en parlait déjà beaucoup, c'était quand même déjà... Et c'est marrant parce que quelque part, je sais que je disais « Ah, mais les homosexuels, ils ont tous les droits, c'est normal, etc. » Jusqu'au moment où tu prends conscience que tu as quelqu'un de si proche de toi qui l'est aussi. Parce que tu t'y attends pas, c'est bien pour les autres. Mais pas quand ça te touche aussi profondément. Et puis après, c'est tout ce que ça comporte, d'avoir une mère qui est différente. Je comprenais mieux après ses différences, sa façon de s'affirmer toujours autrement. C'était difficile aussi de se construire en tant que femme. Nous, en tant que femme, ma sœur et moi, mon frère aussi d'ailleurs, ça a été difficile quand même, parce qu'elle avait des avis tranchés. Mais puis alors, elle ne se retenait jamais de dire son avis. Ça, c'était clair. C'était des avis tranchés. En même temps, je trouve d'une tolérance. Je me souviens qu'une fois, j'avais 9 ans, j'avais dit chink. En Suisse allemande, on disait les chink. Les Italiens. Les Italiens, à l'époque. Oui, à l'époque. Et j'avais ramassé une baffe. Ma mère n'a jamais tapé parce qu'elle a été tapée en tant qu'enfant. Donc elle a dit jamais je taperai mes enfants. Mais là, j'avais ramassé une baffe. Et puis je ne savais pas que j'avais dit quelque chose de faux. Parce qu'il le disait dans le bloc. Et puis elle m'a expliqué que ça ne se disait pas. Que c'était des mots qu'elle voulait jamais entendre, que les gens étaient tous égaux. Et ça, c'était ce nouveau côté que j'admirais chez elle, quoi. Et j'ai compris après coup pourquoi elle supportait pas cette exclusion d'une minorité ou de gens différents, quoi. Évidemment, elle l'était. Elle m'a bien expliqué, elle nous a expliqué par la suite que elle savait pas ce que c'était que l'homosexualité. Oui, alors justement, c'est ce que je voulais te demander. Comment elle en parlait, comment elle a fait son coming out, elle a dû le faire à un moment donné, comment elle en parlait à ses enfants ou à son mari ? Avant de répondre à cette question, peut-être elle, comme elle l'a appréhendée en tant que jeune femme, surtout en tant qu'adolescente, quand elle a vu qu'elle s'intéressait plus aux filles qu'aux garçons, elle ne savait pas ce que c'était. Pourquoi elle était comme ça. Elle voyait simplement qu'elle était différente. Puis qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était différente, parce que personne ne lui expliquait, parce que c'est une famille paysanne de la campagne zurichoise, c'était même inimaginable. Après, elle a fait son chemin, elle a cherché, elle s'est documentée, c'était une femme intelligente, etc. Après, elle voulait une famille, comme elle sortait de cette famille, de cette enfance terrible, elle voulait une famille, donc il lui a fallu un père. Et je pense quand même, elle se disait, elle voulait être normale. On veut être quand même dans la normalité. Le tsunami a été cette femme, cet amour qui t'emporte, cet amour, cette passion. Et là, tout a éclaté, tout a volé vraiment en éclats. Pour mon père, ça a été terrible. On parle toujours des femmes, mais pour les hommes, c'est terrible de tout à coup se dire, mais tout était mensonge, tout était faux. Il l'a appris au moment de la mort de cet ami, de la séparation, pardon. Un peu avant déjà, il le savait déjà avant, mais là de manière aussi flagrante. Il s'est voilé la face pendant un certain temps, parce que c'était pas facile à admettre. C'était le tsunami pour elle, c'était le tsunami dans la famille, ça a été l'éclatement aussi de la famille, ça a été difficile. Une fois, elle a vraiment pris le temps de me dire, écoute, je dois te dire quelque chose. Je dis, mais je sais déjà depuis un certain temps, maman, je sais déjà en fait depuis l'âge de 14 ans. Quoi. Elle était tellement soulagée. Et puis après, elle nous explique, j'y peux rien. Elle nous disait, et c'est vrai, elle n'y pouvait rien. Elle était. C'est pas quelque chose qu'on choisit délibérément. On est, et puis on doit faire avec. Et je pense que c'est plus facile aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Et mon père a utilisé, ce que je ne trouvais pas très, très galant de sa part, il a utilisé l'argument des enfants. Si tu continues, je t'enlève les enfants, j'aurai tous les droits, etc. Parce que ça, c'était pas dans les mœurs à l'époque. Parce que maintenant, des couples homosexuels parlent d'adoption, on parle de mariage et tout ça.
Mais il faut toujours le replacer dans le contexte, quoi. Il n'y avait pas cette ouverture, quoi. Il avait aussi peut-être une façon de se venger, il avait été pris comme simple géniteur, ou elle en était amoureuse, ta mère, quand même? Elle a été, pour dire, quand il est décédé, elle était à son lit. C'était elle qui était avec lui. Elle l'a dit, ça a été mon frère, ça a été mon père, ça a été mon ami. Mais c'était pas mon amour. Mais elle avait beaucoup, beaucoup de tendresse pour lui. Et elle a toujours été, quand mon père est mort jeune d'un cancer, elle l'a accompagné jusqu'au bout, ça m'émeut. Mais elle l'a accompagné jusqu'au bout parce qu'il y avait un lien très fort entre eux quand même. Et je pense que nous tous, quand on divorce, on a quand même un lien par nos enfants avec la personne avec laquelle on a fait ses enfants, hein, et elle aussi. En même temps, cette maman, elle a su donner énormément d'amour à ses propres enfants. Et je me suis sentie aimée. Et je pense que si j'ai cette relation aussi privilégiée que la mienne de fille, ou avec mes enfants, mais c'est encore différent avec une fille, parce que ça continue, hein, la filiation de mère-fille. C'est beaucoup grâce à ma mère. Et comme je l'ai ressenti, c'était tellement important, j'ai pu le donner plus loin. Et je pense que c'est ce qui fait cette force que j'ai maintenant avec ma fille aussi, parce que j'ai ressenti, moi, j'ai été aimée, quoi. Je me suis sentie aimée par ma mère. Tes enfants, ils ont réagi comment au fait que ta maman soit lesbienne? Ils n'ont pas eu de relation avec ma mère. J'ai trouvé ça très dommage, parce que ça, c'était pas... Elle est morte avant? Non, c'est ma mère qui n'a pas voulu. Elle avait un amour exclusif pour moi, hein, il faut le dire. Et quand je me suis mariée, ça nous a éloignés l'une de l'autre, parce qu'elle a eu de la peine à accepter cet homme dans ma vie, hein. Elle avait dit, ce qui m'avait choquée à l'époque, j'ai choisi d'être mère, mais je n'ai pas choisi d'être grand-mère. On s'est retrouvés plus proches. Quand mes enfants sont repartis, que j'ai été divorcée, ça a été comme une espèce de réconciliation, quelque part. Mais mes enfants, oui, pour eux, c'est plus la même époque. On peut en parler. Voilà, tu disais avant, on parle de mariage pour tous, d'adoption d'enfants par les homosexuels. Voilà, on a plus ce regard sur les homosexuels ou sur l'homosexualité, que ce soit homme-femme. Je crois pas que ça les perturbe, parce que je crois qu'ils me voient bien dans mes baskets, puis ils se disent que quelque part c'est quand même bien, quoi. Ça m'a pas prétérité ou changé. Si, ça m'a forgé quand même. Mais je crois que c'est plus l'amour de ma mère que le fait qu'elle soit lesbienne. Mais elle avait ce côté, les hommes, un mariage, c'est pas une assurance vie. Je veux que mes filles fassent des études, je veux que mes filles aient un métier. Ça, je l'ai entendu. C'était le côté féministe déjà aussi, mais aussi par ce fait, on ne dépend jamais d'un homme. Si ta maman avait vécu avec cette femme, avec l'amour de sa vie, ça t'aurait posé problème? Évidemment que j'aimerais dire pas du tout, c'est très facile d'avoir deux mamans, etc. Je sais pas, je suis pas dans cette situation, je l'ai pas vécu. J'aurais pas voulu le vivre à cette époque-là. On était déjà quelque part stigmatisés, on se rendait pas trop compte, heureusement. On parlait de notre famille, cette famille particulière quand même. Je sais pas si j'aurais aimé ça. Maintenant, je sais pas comment c'est vécu maintenant. Je pense beaucoup plus librement, en plus dans une ville, Vienne est quand même bien plus grand que Moutier. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui. Tout en n'étant pas si facile quand même. Parce que les enfants, en tant qu'enfant, tu cherches la normalité. Tu cherches à être comme les autres. Alors moi, j'ai aimé ce côté farfelu de ma mère. Et mon père, on n'en parle pas, hein, j'en ai pas parlé, mais il nous a fortement influencés aussi. Et c'était un équilibre. Moi, aujourd'hui, je peux dire, voilà, mon père ressemblait à ça, il m'a donné ça. Et ma mère ressemblait à ça, elle m'a donné ça. À 58 ans, je regarde les choses objectivement. Je garde aussi ces belles choses que ma mère m'a données. Et quand je vois la relation que j'ai avec ma fille, je sais exactement quand je donne quelque chose que j'ai reçu. Cette transmission est là. Et ça, c'est beau. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Carnal. On arrive déjà à la fin. Oui, mais c'était très émouvant. Je sens que je suis proche des larmes. Oui, parce que, j'ai remarqué ça. Parce que c'est ma maman. Merci, Marie-Jeanne, et ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuses.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.